bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous savez, quand on parle des années 70, on pense souvent à des événements majeurs comme l'apparition du sida, des MST ou bien de la crise économique. Commençons par parler de cette bonne vieille guerre du Vietnam. Cette dernière débute le 1er novembre 1955 et se termine le 30 avril 1975. Vous vous rendez compte? 20 ans de tuerie. Le record de kill doit être ouf, et pour augmenter ce record, voici notre dernière trouvaille, le napalm. Cet agent gélifiant est parfait pour enflammer votre lance-flamme ou amplifier les explosions de vos bombes artisanales. Et pour la modique somme de 29€, obtenez votre dose de napalm. Juste parfait pour vos futurs actes de terrorisme. Oh bah en parlant de terrorisme, parlons maintenant du meilleur de cette époque. Parlons attentat. Attends, t'es sûr de vouloir parler de ça? Parce que là t'es vraiment en train de plomber l'ambiance. On va rattraper le coup. Bienvenue dans les Teas épisode 2. La dernière fois, nous avons découvert l'époque dingue des années 60. Passons maintenant à la décennie suivante, les fameuses 70s. Au fil des années, les générations continuent leur évolution dans tous les domaines. La musique des années 70 est marquée par de nouvelles figures emblématiques telles que ABBA, toujours présente dans nos soirées, ou encore Dalida en France et tant d'autres encore. La mode évolue avec des tenues toujours plus colorées et les intérieurs de maisons complètement recouverts de papier peint orange. Encore et toujours plus d'évolution technologique, heureusement ou pas, avec la création d'Apple en 1976. Et pour la petite anecdote marrante, mais triste à la fois, c'est qu'Apple a été fondé par Steve Jobs et Steve Wozniak et le malheureux Ronald Wayne, qui a vendu sa part de la société la plus chère du monde pour 800€. Bon, ça change pas beaucoup, mais bref. Il y a encore tant de choses à raconter sur les années 70, c'est pourquoi on écoute tout de suite Océane et Louise, qui vont nous parler du cinéma des 70s, mais avant ça, écoutons une petite musique pour nous mettre dans l'ambiance. Et on se retrouve pour le psychédélisme de nos 70s. Il y avait pas mal de films et de séries dont on voulait vous parler. Plusieurs grands classiques du genre Alien, Love Story, Grease ou encore Le Parrain. Mais aussi pas mal de navets, dont un qui n'est autre que La Fièvre du samedi soir. Bon, ok, à cette époque, c'était on va dire cool, mais maintenant ça a vraiment mal vieilli. Et aujourd'hui, on va changer un peu de sujet, parce que comment parler du cinéma sans parler de ses acteurs? Les 70s sont quand même pas mal loin, mais il y a quand même des restes. D'abord avec le célèbre Clint Eastwood, qui encore aujourd'hui avec ses films prouve sa créativité, qui d'ailleurs fêtera ses 94 printemps en mai prochain, enfin de cette année du coup. Et toujours en service, il continue de produire et jouer dans des films à succès. Mais lequel de ces films a marqué cette époque? Eh bien déjà il y avait Le Bon, La Brute et Le Truand. Il faut l'avouer, tout le monde au monde a vu au moins une fois un de ces films. Mais n'ayons pas honte de le dire, quel charisme il avait, et même encore maintenant. En clair, c'était un beau mec. Je pense même que ça a fortement contribué à sa célébrité, même s'il jouait super bien. Mais d'ailleurs, son fils Scott, qui est son portrait craché, est aussi beau que son père. On le voit d'ailleurs dans ses films, toutes les femmes étaient dingues de lui, et les spectatrices aussi. Mais on se disperse un peu. Clint, un ultime géant du cinéma, dont on le connaît depuis toujours et reste un immense réalisateur et acteur. Mais c'est surtout pour sa modernité et son innovation que cette époque le connaît encore. Mais que des hommes ont marqué ces décennies? Non, il y avait aussi les girl power. Simone Veil, la plus célèbre des femmes françaises d'État. Malheureusement morte il y a quelques années, chaque Français et surtout Française se rappelle d'elle.
une immense femme ayant survécu au camp de concentration d'Auschwitz, défendant les droits des femmes et nous offrant ainsi notre émancipation. Je suis toujours aussi nul en histoire, mais qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Eh bien, la loi Veil est notamment son œuvre. C'est pourquoi elle porte son nom. Elle rend légale ainsi l'interruption volontaire des grossesses. Elle avait tellement de combats à son actif, tels que les droits et la dignité des détenus, la mémoire de la déportation et du génocide juif, dont elle a malheureusement été victime. C'était et c'est l'une des plus grandes femmes françaises défendant les droits et les victimes. Elle restera toujours la femme de la République française. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre. Comme évoqué brièvement dans le début de cette chronique, Le Parrain est un film culte des années 70 qui a vu défiler plusieurs acteurs et qui reste gravé dans nos mémoires, enfin pour les plus anciens surtout. Notamment Robert De Niro, dans la continuité du premier film, qui incarne Vito Corleone dans sa jeunesse. Si vous n'avez jamais vu Le Parrain, grosso modo, c'est une histoire de mafia. Et qui dit mafia dit conflit, combat et un bon cigare en bouche accompagné d'un petit accent italien. Vito Corleone, représenté par De Niro, est le chef ainsi que le parrain d'une des plus puissantes mafias des États-Unis qui va rencontrer plusieurs imprévus. Donc, grâce à ce rôle, Robert De Niro décrocha l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Anyway, to present the first award for 75, we've called in the scene stealer who won her first Oscar in 74. Veteran that she is, she's going to honor some actors who appeared in films with her. These are films that she couldn't see without parental guidance. To provide the PG tonight is her personal leading man off screen and on, so welcome the O'Neills, Tatum and Ryan. Après cela, sa carrière va décoller. Il va enchaîner les rôles dans plus d'une quarantaine de films pendant presque 50 ans et réalisera également des films comme Il était une fois le Bronx. C'est un acteur qui a évolué avec le temps au travers de ses films. Mais comment passer à la suite sans vous parler de Jean-Paul Belmondo, une icône du cinéma français dans les années 70. Même notre génération en a sûrement, et je l'espère, entendu parler. Films d'action, policiers, comédies, romances, tout au long de sa carrière, il aura touché à tout. Faisant tomber toutes les filles dans ses films ainsi que sûrement les spectatrices, il est devenu un acteur incontournable du cinéma français. Apparu sur nos écrans pendant 51 ans et jouant dans plus de 70 films, il a inspiré de nombreux artistes attirés par ses traits, comme dans de nombreuses œuvres japonaises. Par exemple, le personnage principal de Cobra est inspiré de Belmondo. Il a même fait la une des magazines et a eu droit à de nombreux documentaires. Merci les filles, comme à chaque chronique, on enrichit notre culture cinématographique grâce à vous et de temps en temps ça nous fera pas de mal quand même. Mais à la fois, on n'oublie pas de nourrir notre culture musicale, alors écoutons tout de suite Laissez-moi danser de Dalida, même si j'ose espérer que vous la connaissez déjà très bien. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout
le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté, tout l'été, laissez-moi danser. Bon, c'est vrai que le cinéma a bien marqué les années 70 avec ses personnages mémorables, mais on peut retrouver bien plus de figures emblématiques dans un autre domaine culturel. C'est ce que va nous présenter Simon avec sa chronique du jour. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Attention, j'ai une annonce à vous faire. Ah oui, vas-y, dis-nous. Aujourd'hui, je vais pas parler de foot. Quoi ? Comment est-ce possible ? J'ai bien cru que ce jour n'arriverait jamais. Mais du coup, tu vas parler de quoi ? Si tu parles pas de foot, tu vas parler de film ? Bah non, enfin, disons que ça a un rapport avec le film Rocky si tu veux parler de film. C'est une personnalité dont tu vas parler ? Oui, c'est la personnalité nommée du XXe siècle, The Greatest. Je veux bien sûr parler du cultissime Mohamed Ali. Ah, mais oui, bien sûr, la légende des poids lourds. Eh oui, mais aujourd'hui je ne vais pas vraiment parler du côté sportif. Inutile je pense de revenir sur ce qu'est Mohamed Ali sportivement. Je pense qu'il serait dommage de parler de lui sans parler de ce qu'il était et de ce qu'il représentait en dehors du ring. En dehors de ses incroyables performances sportives, Mohamed Ali était avant tout un véritable engagé politique, un engagé pour la cause des Noirs. Il a souvent pris position pour exprimer sa fierté d'être noir et a défendu ses droits au nom de toutes les personnes noires. Rappelons quand même qu'il a grandi dans une Amérique divisée par la ségrégation raciale. Mais il n'y avait pas une histoire aussi avec la guerre au Vietnam ? Si, tu as parfaitement raison, et c'est justement le deuxième point que je voulais aborder. Durant la guerre au Vietnam, les citoyens américains étaient appelés à participer au combat. Seulement, Mohamed Ali, qui s'était d'ailleurs converti à l'islam, ne voulait pas participer à la guerre et a clairement fait savoir qu'il n'irait pas. En voici un extrait. Pourquoi est-ce que moi, ou aucun autre soi-disant nègre, partirait à 160 000 km de chez moi, ici en Amérique, pour larguer des bombes ou tirer des balles sur d'autres frères à la peau foncée? Ali fut condamné pour 5 ans d'emprisonnement pour cet acte rebelle. Fort heureusement, il sera finalement acquitté, notamment par l'immense soutien qu'il reçut, ce qui prouve l'impact qu'il pouvait avoir sur les autres. C'est vrai qu'il était bien plus qu'un simple sportif. Oui, c'est évident. Mohamed Ali a révolutionné le sport. Il a parfaitement compris que son statut lui donnait une crédibilité politique et il s'en est servi même si cela déplaisait souvent à l'État américain. Ali a été le premier à montrer la voie d'un sportif qui s'implique politiquement pour des causes bien plus grandes que lui. Ses prises de position ont prouvé que chacun à son échelle pouvait changer les choses, que les seules barrières qui existent, ce sont celles que nous nous fixons. Enfin, la détermination qu'il a mis à obtenir le statut d'objecteur de conscience montre une force de caractère, une profondeur et une maturité dans sa réflexion qui constitue un modèle pour bien des gens à une époque où nombre de ses compatriotes, remplis de doutes, y avaient besoin d'admirer quelqu'un qui les aiderait à se positionner sur ce qui était juste et sur ce qui ne l'était pas. Bon bah merci Simon, tu vois que quand tu rends ta chronique à l'heure et au bon moment, ça marche bien. Mais bon, on va passer à quelque chose de tout aussi intéressant, le coin geek, on vous écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau coin geek spécial tease. Après avoir parcouru les années 60, attardons-nous maintenant à la décennie suivante, les années 70. Au programme aujourd'hui, parlons code, parlons geek, parlons jeux vidéo, c'est parti.
En effet, les années 70 regorgent d'innombrables innovations technologiques, comme l'apparition des tout premiers jeux vidéo grâce à la création des bornes d'arcade. Commençons par remonter au tout début de la décennie. En 1969, 3 ingénieurs de chez Brunswick décident de révolutionner le monde des jeux en créant le hockey aérien. Le hockey aérien ? C'est sur de la glace à la base. Comment tu veux transformer un sport basé sur de la glace en un sport aérien ? C'est la même chose mais en frappant le ballon en l'air ? Bizarre. Mais non, tu sais, le hockey giga bruyant sur une petite table avec 2 petites palettes qu'on trouve généralement dans les bowling et les cinémas. Eh bien, c'est un précurseur des jeux d'arcade à venir. Ah d'accord, j'avais pas compris. Bon, tu parles de ça, mais au même moment, Sega lance Duck Hunt, un jeu d'arcade de tir très populaire. Duck Hunt, le personnage de Smash Bros? Non, du tout. Même si Nintendo reprendra le nom de Duck Hunt pour l'un des jeux quelques années plus tard, ça n'a rien à voir avec le Duck Hunt sur arcade. D'ailleurs, rien que le fait que tu parles du personnage de Smash montre l'impact culturel qu'a eu le jeu à l'époque. Ouais, de toute façon c'est un personnage de con dans Smash. Mais bon, il y a quand même un jeu qui a bien plus été impactant que ça durant les années 70. En effet, c'est en 1972 que le monde de l'arcade prend son envol avec l'apparition de la marque Atari sur le marché. Atari, bah pour rappel, c'est le Nintendo de l'époque. Sega n'était pas encore super populaire et Nintendo travaillait pas encore sur les jeux vidéo. Donc, Atari c'était vraiment la grosse marque avant du jeu vidéo de l'époque. Et c'est ainsi que le jeu emblématique Pong apparut, connu encore aujourd'hui comme le tout premier jeu vidéo de l'histoire. Même ton grand-père avec Alzheimer connaît le bruit horrible que font cette boule avec les 2 barres. Ce jeu marque un tournant planétaire et préfigure l'explosion du marché des jeux vidéo dans le monde. Continuons notre voyage jusqu'en 1978 lorsque Taito, une firme japonaise, publie l'un des jeux d'arcade les plus populaires de tous les temps, Space Invader. Une révolution dans l'industrie du jeu, bien plus de mouvements, de la musique, des pixels bien plus détaillés que les vieilles barres de Pong, et même de la couleur sont présentes dans ce jeu, qui ouvre la voie à des expériences de jeu toujours plus captivantes. Et encore une fois, ce jeu a été important dans l'histoire, l'apparence des aliens du jeu sont même devenus un emblème des geeks. L'année suivante, en 1979, Atari montre une fois de plus qui est le patron avec la sortie d'Astéroïde, son plus grand succès avec plus de 70 000 bornes d'arcade vendues. Encore une fois, on a eu le droit à une très bonne innovation, plus de détails sur les visuels, bien plus de mouvements et de contrôle pour le joueur, bref, un grand succès. Et bien sûr, un impact culturel de fou, probablement le 2e jeu d'arcade le plus connu. D'ailleurs, je veux faire mon fanboy, mais en parallèle, une certaine société nommée Capcom voit le jour, posant ainsi les bases d'une influence durable dans l'industrie et qui encore aujourd'hui pèse dans l'industrie du jeu vidéo. On en reparlera peut-être un jour. Et enfin, entrons dans le tout début des années 80 avec l'année charnière de 1980. Atari publie Tempest, gros succès mais pas iconique, tandis que Namco, une autre firme japonaise qui deviendra la société bien connue aujourd'hui, Bandai Namco, crée sa mascotte emblématique et lance le jeu qui deviendra le plus grand succès des jeux vidéo de tous les temps, Pac-Man. Avec 350 000 exemplaires vendus, avec la toute première borne, l'arcade entre enfin dans une nouvelle ère, marquant ainsi la fin des années 70, mais laissant un héritage incontestable sur cette époque. Sur ce, c'était le Coin Geek. A plus. Bon, par rapport aux années 60, la culture geek a fait un énorme pas. On attend la semaine prochaine pour en savoir plus sur cette évolution. Jusque-là, on a fait un bond dans le cinéma, le sport et les jeux vidéo, mais comment aborder le thème des années 70 sans même vous parler du mouvement hippie ? À l'époque, le monde découvre ce courant et fait face à une nouvelle génération qui suit la fameuse philosophie de vie « Peace and Love ». Tout le monde a déjà entendu cette phrase, cette jeunesse ne veut plus de guerre mais que de l'amour. Ils veulent seulement vivre et profiter.
Les hippies révolutionnent la société, pour certains vivent en communauté et prônent l'usage des drogues et la mode change du tout au tout. En très peu de temps, on passe des tenues très formelles à un style vestimentaire bien plus lâché prise et coloré. Et ce changement radical provoque, comme toujours, des avis très mitigés, mais surtout bien négatifs. Vous savez, c'est une honte, moi je dis. Pourquoi? Parce que c'est des crasseux. Moi je les raserai. Je les raserai à 00. Mal habillés, sales, drogués, pour beaucoup l'image des hippies se résume à ça. En 1971, à Avignon, à l'occasion du festival, la cohabitation difficile entre les hippies et les Avignonnais fait la une des journaux. Ça dépareille la ville. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le temps, lorsqu'il y avait le festival, il y avait des gens très bien qui venaient au festival, tandis que maintenant, on va au festival en bout de jean. Même son de cloche du côté des commerçants qui parfois n'hésitent pas à employer la manière forte. Nous sommes obligés de les arroser et souvent de les frapper pour qu'ils sortent du milieu. Vous êtes arrivé de les frapper? Pas plus tard qu'hier soir. D'autres, au contraire, voient surtout les hippies comme une belle distraction. Alors, que pensez-vous des hippies, monsieur? C'est très bien. Ils sont bien gentils tous et très polis. Mais le mouvement hippie est aussi fortement marqué par la croissance des festivals, toujours plus fous et plus grands les uns que les autres. On connaît tous Woodstock en 1969, mais connaissez-vous la fameuse histoire du Soda Pop Festival ? If you put 200,000 people in a small area, you're going to have things happen. We were big believers that peace and love was an actual thing that was happening. Driving the back roads of Posey County, you'd never know what happened. Two promoters, Bob Alexander and Tom Duncan, had a vision to stage a festival that would rival Woodstock. Tune in, turn on, and drop out. That was Timothy Leary's quote. A young generation did just that. It was the Erie Canal Soda Pop Festival, but it will be forever remembered by the land's namesake, Bull Island. Well, you saw a lot of people, heard a lot of music, seen a lot of smoke. You saw a lot of smoke? Well, I wonder that. what that was. I don't know. I guess it was a hot summer weather. Deux entrepreneurs, Tom Duncan et Bob Alexander, voyant la vague nouvelle que produisent les festivals, se donnent pour objectif d'en devenir les promoteurs. Faut croire que certains devraient un peu plus réfléchir avant de prendre des décisions. Pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien parce qu'ils ont été la cause de l'organisation du festival le plus catastrophique de tous les temps. Mais avant d'en arriver jusqu'au fiasco, il a bien fallu convaincre des personnes de venir. Donc après un premier festival organisé à Evansville dans l'Indiana qui a complètement saccagé le terrain prêté par le maire de la ville, lorsque les deux promoteurs ont voulu en organiser un encore plus fou, un Woodstock 2.0, avec une trentaine de groupes qui acceptent d'en faire partie tels que Black Sabbath et The Doors, la justice leur interdit et ils sont blacklistés dans toute la région. Ok, donc pas de festival. Alors comment ça a pu se transformer en chaos ? Ne va pas trop vite. Qui te dit que lorsque la justice interdit quelque chose, on ne le fait vraiment pas ? Puisque là, c'était trop tard. La machine était déjà lancée, le festival faisait déjà du bruit et des milliers de personnes ont précommandé leur place. Et avec cette histoire de justice, tout le monde entend parler de ce fameux festival dans les journaux, à la radio. L'événement est encore plus hypé et les ventes continuent. Reste plus qu'un seul problème à résoudre, trouver un lieu. Eh bien, ce lieu ne sera autre que Bull Island, un petit territoire à la juridiction floue entre la région de l'Indiana et l'Illinois. L'adresse est rendue publique la veille et le samedi 1er septembre 1972, ce n'est pas 50 000 mais bien 250 000 festivaliers présents sur un terrain vide, boueux, marécageux et inachevé. Le chaos commence. C'est ça, et n'oublions pas qu'on est en plein dans le mouvement hippie et dans l'attente des artistes, ils créent l'avenue d'Alice au pays des merveilles, qui n'est autre que des stands improvisés de drogue évidemment. Sucre hallucinogène, pilules, seringues, tous s'occupent comme ils le peuvent. Les premiers artistes arrivent après des heures d'attente malgré de nombreux groupes qui ont annulé leurs prestations en vue des conditions chaotiques du festival. Et cerise sur le gâteau, pour nourrir les 250 000 personnes bien affamées, il n'y avait qu'un petit stand d'hot dog et niveau sanitaire c'était pas plus mal. Seulement 4 toilettes, donc rapidement les tranchées debout sont devenues des tranchées d'excréments humains. Désolé pour l'image mais c'était vraiment ça. Un peu de mathématiques maintenant, si on additionne des hippies drogués à la fin et à l'inexistence de toilettes, qu'est-ce que ça donne ? Je crois avoir compris, mais dis-nous Céline.
eh bien ça donne des festivaliers très en colère qui commencent à tout casser et brûler, et donc à partir aussi évidemment, mais il y en a quand même beaucoup bien déterminés à voir leur artiste préféré qui attendent jusque mardi matin. Je vous rappelle que le festival du Soda Pop avait commencé le samedi, donc ça fait un peu beaucoup de temps. Et bien sûr, ils sont également rentrés chez eux en saccageant et en brûlant les derniers restes de scène. Voilà, c'était l'histoire du fiasco le plus monumental des festivals. J'espère que cette anecdote des 70s vous aura plu. Et en parlant de festival, avez-vous déjà entendu parler du Sopot Festival en 79 ? Celui-là n'a pas tourné au fiasco, je vous rassure. D'ailleurs, écoutons un extrait du passage de Bonnet M. But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became... Toujours en restant dans le thème de la musique, écoutons maintenant ce qu'Eliott a à nous raconter aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique Guérilla Radio. Aujourd'hui, pour continuer sur le génie musical des décennies datant d'avant notre ère, je vous propose de découvrir avec moi un artiste et un groupe des 70s. Pour commencer, reprenons là où nous en étions la dernière fois. Vous vous rappelez du Club des 27 ? Eh bien, l'un de ses membres les plus iconiques n'est autre que Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones. Bien qu'il soit décédé en 69, nous allons aujourd'hui parler des Rolling Stones dans leur ensemble, ce qui couvre une période des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais l'âge d'or des Stones était tout de même lors des années 70.
vient d'entendre un magnifique extrait de Gimme Shelter, morceau de l'album des 70s Let It Bleed. L'histoire des Stones est on ne peut plus incongrue, mais comme elle s'étend sur à peu près toutes les décennies depuis la création du rock'n'roll jusqu'à nos jours, il est difficile d'en parler. Mais c'est cette longévité et cette forme de jeunesse éternelle qui a donné aux Stones leur réputation du groupe de rock par définition. Si je vous dis rock, vous pensez Mick Jagger, Keith Richards et la fameuse bouche qui tire la langue. Ne mentez pas, vous venez de la voir. Mais pourtant, les années 70 ont donné un nouveau genre musical, et pas des moindres, grâce notamment à l'intervention d'une personne, un style de musique, le style de musique cool par excellence. Représenté par une figure Cutty, la figure de la paix et de l'amour à travers la musique, je veux parler du reggae et de Bob Marley. Bon alors avant d'écouter la suite de ton histoire, écoutons l'un des sons les plus connus de Bob Marley, qui n'est autre que No Woman No Cry. Né en 1945, c'est un adepte du mouvement Rastafari, un mouvement social et spirituel originaire de Jamaïque qui prône la liberté de conscience et qui demande à chacun d'ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure. La polygamie et la consommation de cannabis sont des pratiques communes des Rastas et desquelles Bob Marley était l'un des premiers représentants. Ah bah c'est super ça, on peut dire qu'il vivait bien lui. C'est pas faux. Avec sa musique, Bob Marley fait entendre un message de paix dans le monde et prône l'égalité, voire la supériorité du peuple noir. Salut, c'est Thiago du futur. Petite coupure temporelle pour vous dire que l'extrait que vous êtes sur le point d'écouter était à l'origine en anglais. Mais Elliot, merci à lui, a fait son propre doublage à la dernière minute rien que pour vos belles oreilles. Donc petit disclaimer, malgré sa voix un peu défoncée, on vous promet, il n'a rien pris. L'équipe de Silence Radio tient à vous assurer que notre seul moyen de se défoncer ici, c'est aux sneakers ou au café. Sur ce, désolé pour cette coupure temporelle et bonne fin d'émission. L'herbe est une plante. L'herbe c'est bon pour tout. Pourquoi ces gens qui disent vouloir le bien du peuple? Pourquoi ces gens qui nous gouvernent veulent-ils nous en interdire l'usage? Ils ne veulent pas qu'on fume parce que d'après eux, ça nous rend rebelles. Contre quoi? Contre des hommes qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas plus important dans la vie que les biens matériels, qui nous obligent à travailler jusqu'à la retraite, alors qu'ils veulent tout garder pour eux. L'herbe vous rend responsable de vous-même. Au lieu de travailler pour quelqu'un, vous voulez être votre propre maître. Pas au sens où eux l'entendent. Car pourquoi devrions-nous obéir à leurs règles? Vous êtes libre. Vous ne dépendez de personne. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous fichez de ce qu'on peut dire sur vous. Seule une révolution peut apporter la solution. Il popularise le reggae à travers le monde avec son groupe Bob Marley and the Wailers, auprès duquel il enregistrera 13 albums tout au long de sa vie. Alors que ça avait très mal commencé, les 5 premiers albums et ses 3 premiers groupes avaient floppé. Il nous prouve donc bien qu'il faut persévérer quand on veut quelque chose. Exactement. Et son concert le plus connu se déroule le 22 avril 1978 au stade de Kingston, le One Love Peace Concert. Cette prestation devant plus de 80 000 personnes est célèbre pour son message politique. En effet, à la fin du concert, Bob Marley a invité sur scène les 2 candidats aux élections présidentielles jamaïcaines et leur a joint les mains en signe de réconciliation pour essayer de mettre fin à la guerre civile qui ravageait le pays. Cet acte est devenu un symbole et a pendant quelques instants réuni la Jamaïque. Comme quoi, on peut changer le monde, ou en tout cas l'impacter avec la musique. Turn it
Merci Elliot pour ces histoires, il y a tellement de choses hyper intéressantes à raconter, mais malheureusement c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais vous inquiétez pas, la série n'est pas encore terminée. Comme on a pu le voir aujourd'hui, les 70s sont remplis d'innovation, de création et d'évolution dans tous les domaines qui petit à petit nous mènent à notre monde actuel. Et dans l'objectif de plus de liberté, de joie et d'amusement, les 70s préparent une génération qui s'apprête à vivre une des décennies les plus emblématiques, les années 80. Alors suivez-nous dans notre périple pour profiter de la suite tant attendue et on vous dit à très bientôt pour les 80s.